bonjour à tous, bienvenue sur Gabon Première. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est donc le démarrage, la toute première de votre émission L'Entre-deux, la quotidienne de lundi à vendredi, entre 2 heures, entre deux rendez-vous, entre deux courses, entre deux personnes. C'est donc le rendez-vous de lundi à vendredi sur la chaîne de télévision Gabon Première. Vous aurez droit à de l'information, bien sûr, à des invités, à du divertissement, à des astuces. Il est question de vivre avec vous le quotidien entre ces 2 heures, 13h45 et 15h sur votre chaîne de télévision préférée. Et donc, sans plus tarder, nous allons savoir qu'est-ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. C'est dans cet élément qui suit avec la voix d'Idriss Sagobi. Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end, les vœux de 2018 au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pendant 3 jours. Le corps diplomatique, les corps constitués, les institutions, le gouvernement et l'administration centrale, le Parlement, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire, les forces de défense et de sécurité, les hommes de médias et les syndicats, chacun y est allé de son souhait aux coupes présidentielles pour l'année 2018 qui s'ouvre. Également ce week-end, c'était l'événement culturel à ne vraiment pas manquer. Pierre Claver à Kénégué en concert à l'Institut français du Gabon à Libreville le vendredi 12 et le samedi 13 janvier 2018. 2 concerts donnés à l'occasion de la sortie de son dernier single, Gabon, éveil de la conscience patriotique. Parmi les artistes invités, l'on a pu noter pour la première fois sur scène Tanguy à Kénégué et Kweno à Kénégué. Mais on a aussi été séduit par les pas de danse à donner le tournis. Dernier adieu de la nation et du monde du football à Régis Manon. L'ancien international gabonais décédé le 1er janvier à Libreville au Gabon, la mise en bière c'était vendredi 12, suivi des obsèques. Sur la toile, les messages et les hommages fusent de partout. Anciens coéquipiers, anciens dirigeants, amis et autres, l'artiste ne meurt jamais. C'était juste un au revoir. Hors de nos frontières et du continent, mais plus proche de nous que jamais, Donald Trump a encore gaffé. Dans une réunion à la Maison Blanche, le président des États-Unis a traité Haïti et certains pays africains de pays de merde. Les réactions ne se sont pas faites attendre, même au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas seulement une question de vulgarité du langage, cela valide et encourage le racisme et la xénophobie. Et puis, si vous ne le saviez pas, c'est le moment de vous rattraper. Il existe, mesdames et messieurs, une journée sans pantalon. Et même qu'elle est célébrée tous les 13 janvier de chaque année. Et donc, tradition respectée cette année encore, dans de nombreux pays du monde. Ils ont osé sortir en caleçon et braver les températures. L'idée serait de profiter de la liberté qui est associée au fait de ne pas porter de pantalon en public. À chacun son délire. C'est tout pour ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. À lundi prochain pour un nouveau numéro. Lundi, pour savoir ce qu'il ne fallait pas manquer du week-end, c'était donc ça, les informations que nous avons retenues pour vous, assez insolites bien sûr. L'information sera également au rendez-vous de cette nouvelle émission, une émission qui rentre dans une nouvelle dynamique lancée sur les antennes de Gabon Première, bien sûr avec cette grille des programmes. On vous l'a annoncé dans les différentes éditions d'information, des conférences de presse qui ont été données par les dirigeants de la maison, une nouvelle grille des programmes qui bien sûr va progressivement, des programmes qui sont injectés progressivement. Et le prochain invité de l'entre-deux va nous en parler, va nous parler de son programme bien sûr. Il s'agit de Oswald Valdi. Il avait l'air très intéressé par la journée sans pantalon. Je vais tout de suite me lever pour l'accueillir. Bienvenue Valdi, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Blanche, comment vous allez? Très bien, et vous? Je ne savais pas que c'était la journée sans pantalon, mais j'ai dû porter un pantalon. Non, vous avez bien fait, heureusement. J'ai constaté que beaucoup
Hugo Lafleur, lui, il est sans pantalon aujourd'hui. Voilà, justement. Donc, je pense qu'il a choisi de célébrer la journée un peu en différé. Oui. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de cette nouvelle grille des programmes, de ce lancement. Et votre émission, c'est 7 Génies. Oui. Qu'on connaissait, est-ce que c'est toujours la même émission avec laquelle vous revenez? Oui, bien sûr, c'est 7 Génies qui revient. Évidemment, Gabon première, étant donné que, comme tout le monde le sait, Canal 7 n'existe plus, ayant fusionné, ayant été récupéré par l'État. Alors, certains programmes également ont été retenus par la chaîne de service public, donc Gabon Première. Alors, parmi lesquels 7 Génies, qui va désormais être présenté sous bannière Gabon Première. Alors, va garder les mêmes horaires, les Déjà, mêmes jours. Vous allez peut-être rappeler tout à l'heure exactement quels sont ces horaires. Juste préciser, comme vous parlez d'émissions qui ont été récupérées sous la bannière de Gabon Première, hier déjà, à 21h, on a eu droit à C'est sans tabou, qui est une émission également qui passait sur l'ancienne chaîne Canal 7 et qui maintenant est sur Gabon Première. Ouais. On a également des émissions qui existaient déjà, mais qui reviennent, on va dire, renouvelées, comme La Matinale, par exemple, de Rodriguez, qui a été renouvelée, rénovée, si on peut dire ainsi. On a également le Grand Banja, malheureusement. Il y a également l'entre-deux. Il y a également l'entre-deux, si on peut dire, c'est une sorte de réhabilitation et de changement. On a Steve Anderson qui devait être avec nous, qui malheureusement est donc dans la préparation de cette grande première également, le retour du Grand Banja avec de nouvelles rubriques, avec une nouvelle énergie. Et donc, 7 Génies, avec quoi vous revenez de nouveau? Est-ce que ce sera exactement les mêmes rubriques ou alors il y aura des changements? Bon, évidemment, les mêmes rubriques, oui, toujours le même tableau de thèmes et de valeurs, les mêmes joueurs. Déjà, il est important de préciser aux téléspectateurs que 7 Génies ne vient pas tout de suite, l'appellation ne vient pas tout de suite de la chaîne Canal 7, mais d'abord par la composition de l'équipe qui démarre la semaine. Ah, c'est vrai que tout le monde associait 7 Génies à Canal 7. Voilà, ce sont 7 joueurs qui prennent la ligne de départ. Ah, pour les 7 faire génies en question. Voilà, ce sont ces 7 joueurs qui composent les 7 génies. Donc, 7 joueurs en début de semaine. Chaque jour, un joueur est éliminé. C'est lui que l'on considère comme étant le maillon faible, mais que l'on appelle dans notre jargon propre à l'émission le génie de paille. Donc, est éliminé pour avoir en fin de semaine le meilleur de la semaine, le meilleur de l'équipe au travers d'une finale qui oppose les deux meilleurs le dernier jour de la semaine, le dernier jour de l'émission, donc le samedi. Et là, on a le meilleur de la semaine. Donc, l'appellation 7 Génies découle du fait que nous ayons 7 joueurs qui prennent la ligne de départ. Le tableau de thèmes et de valeurs reste le même. Il ne change pas du tout. Évidemment, il est à préciser que le casting qui a été organisé par le ministère de tutelle et dirigé par des agents du service public tient compte des remarques, suggestions, propositions faites par les téléspectateurs. Et ces mêmes téléspectateurs ont estimé qu'il n'y avait pas beaucoup à changer en ce qui concerne le contenu de l'émission. Donc nous avons tenu compte de ça. L'émission revient toujours avec le même partenaire qui est Prix Import, pour ne pas le citer. Donc qui va toujours récompenser nos joueurs. L'excellence, bien sûr. Et l'excellence, ce sont les 3 qui atteignent les quarts de finale, donc le vendredi. Ceux qui sont éliminés bien avant, malheureusement, ne sont pas récompensés. Donc en fait, les récompenses se font chaque semaine? Les récompenses, c'est chaque semaine. Et ne sont récompensés que les 3 qui atteignent les quarts de finale. Donc le vendredi et le samedi. Vendredi, c'est 3. Samedi, c'est 2. Alors, il est arrivé par le passé, notamment quand l'émission se déroulait sur les antennes de Canal 7, que vous receviez des personnes qui n'avaient rien à voir avec des établissements scolaires, puisqu'on sait que c'est généralement des élèves. Dans quel cas est-ce que cela arrive? Est-ce que ça arrivera encore pour cette nouvelle saison? Oui, bien sûr. Pour cette nouvelle saison, il y a 2 cas. On a des cas des établissements aussi bien secondaires
universitaire. Et quand on parle de secondaire, c'est à partir du second cycle. Et là, nous sommes en train d'essayer de voir avec le ministère de l'Éducation nationale pour que nous ayons une sorte de partenariat qui pourrait emmener les élèves en classe d'examen à retrouver plus ou moins des épreuves, on va dire ça comme étant des épreuves examen blanc, pour qu'ils puissent toujours s'exercer, parce qu'on éduque en jouant, on apprend en jouant. Alors donc, ce sont des établissements, je le disais tantôt, secondaires, universitaires, mais il y a aussi une autre formule qui consiste à remplir, à s'inscrire de manière individuelle pour que l'on puisse participer de 7 à 77 ans, comme on dit. D'accord, donc c'est assez ouvert plutôt. Ben, c'est ouvert pour tout le monde. On a eu les 3 dernières saisons des professionnels, on va dire, des personnes qui sont dans la vie active, qui se sont fait inscrire, enregistrer et qui ont participé. Donc aujourd'hui, notre meilleur génie, on va dire, n'est autre que Paul, qui a été le premier à effectuer ce voyage en Afrique du Sud, qui a fait un 100%, un carton plein dans le thème géographie, parce qu'il s'agissait de situer un pays sur une carte et tout ça. Et ce gars a réussi au cycle ingénieur, se trouve à Niamey au Niger, au compte de la SECNA. Wow, bravo à lui alors. Aujourd'hui, nous en sommes fiers et on espère que beaucoup d'intelligences comme ça vont se motiver afin de pouvoir participer à ce rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous donc des génies, et pour aller toujours dans le même sens de rendez-vous, vous donnez rendez-vous quand à ces génies? On sait que c'est le 25 à peu près que vous démarrez. À quel moment vous commencez les tournages et comment faire? Est-ce qu'il y a une page Facebook de l'émission pour s'inscrire? Oui, nous sommes en train de tout réactualiser. Comme on peut l'imaginer, désormais c'est Gabon Première et plus cassette, c'est Gabon Première. Donc on va tout réactualiser et tout finaliser afin que lundi, à partir de 18 h, les téléspectateurs de Gabon Première, aussi bien au Gabon que dans le monde entier, puissent retrouver leur émission, leur jeu télévisé 7 génies, qui va également pour cette année aller avec beaucoup de thèmes, parce que avec beaucoup d'innovations. Les innovations sont des émissions peut-être en prime avec le concours de la direction des programmes et de la production. On va organiser des primes où on va retrouver des personnes, on va dire, publiques qui occupent les devants de la scène. Ça pourra être un spécial ancienne gloire du football, ça pourra être un spécial journaliste, qui vont jouer pour des œuvres caritatives, donc pour des orphelinats que l'on va retrouver et qui auront comme public ces enfants-là qui nous regardent à la télé, qui regardent leurs stars et n'ont pas la possibilité d'être à leur côté. Donc ce sont des rendez-vous que nous sommes en train de préparer et c'est ça un peu l'innovation, sans oublier que nous avons naturellement en fin de saison notre spéciale force de police nationale et chapeau au ministère de l'Intérieur et au commandement en chef des forces de police nationale. Donc le rendez-vous est pris pour lundi 18 h sur les antennes de Gabon Première. J'aurais peut-être un rendez-vous à prendre avec vous, mais ce sera hors antenne. Je voudrais bien vous inviter d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjeuné déjà? Déjà? Non, Aymar, on n'a pas encore déjeuné, non. Non, vous n'avez pas encore déjeuné. Alors, Monsieur Bécuy me proposait Monsieur Bécuy, il faut faire attention à ce que Monsieur Bécuy peut vous proposer à déjeuner. Je ne suis pas très sûre au niveau de son régime alimentaire. On en reparle. J'ai vu comment vous avez vu, hein? J'ai vu. Il n'est pas très loin de moi. On en reparlera tout à l'heure. Juste pour moi, vous inviter à manger. Je ne sais pas ce qu'on mange. Je pose la question à Léa Virginie. Bonjour Léa. Je vais demander à ma femme. Oui, vous pouvez demander à votre femme. Mais Corinne, qu'est-ce qu'on mange à la maison? Léa, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Dites-nous. Bonjour Blanche, bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange? Alors pour cet après-midi, nous sommes à l'école supérieure de cuisine La Toque Noire pour une démonstration gastronomique avec le chef Michel. Bonjour chef Michel. Bonjour. Petite présentation, vous êtes? Je suis Michel Colorec, chef à l'école de cuisine La Toque Noire. Donc aujourd'hui, nous aurons un velouté de fruits à pain avec une crème d'atanga à l'oseille. Appétissant. Je vous laisse suivre la suite.
Alors, donc pour ça, nous aurons besoin d'un quart de fruits à pain, une botte d'oseille, un talatanga, un oignon, de l'huile et du sel. Alors, chef Michel, Blanche Bitka, chers téléspectateurs, nous allons passer à la dégustation. Excellent, Blanche Bitka, chers téléspectateurs, pour vous qui nous avez suivis depuis le début, vous avez besoin peut-être de reprendre la recette chez vous ou vous avez besoin de passer des commandes. Chef Michel, un numéro de téléphone? Alors vous pouvez me joindre directement par le numéro de l'école qui est le 01 45 38 54 ou le 07 32 88 76. Vous pouvez également me joindre sur mon numéro personnel qui est le 04 47 80 65. Alors, moi je continue la dégustation avec chef Michel et on vous dit à demain. Et bon appétit. À demain et bon appétit à vous. Léa, merci. Pensez à nous en garder un tout petit peu quand même. Hein. Nous sommes bloqués ici au plateau, mais juste après, nous allons vous rejoindre pour déguster ce magnifique plat du chef Michel. On rappelle une rubrique qui est faite avec l'aide de l'école supérieure de cuisine La Toque Noire. C'est à Angonje. Le 14 janvier dernier, donc dimanche, nous avons célébré la journée mondiale, la 104e journée mondiale du migrant et des réfugiés, et les invités sur ce plateau, du moins l'un des invités sur ce plateau est là pour nous en parler. Bienvenue dans l'entre-deux, Guy Christian Moussavou. Bonjour. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci Blanche. Vous êtes le président du conseil d'administration du réseau des organisations et projets associatifs du Gabon, c'est bien cela? Effectivement. Même si je vous ai connu auparavant comme président, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les 2 ans, le mandat doit changer. Donc, le mandat de coordinateur du bureau exécutif du réseau, 2 ans, et après, pour moi, j'ai eu la chance de me faire élire au conseil d'administration comme étant le premier président du conseil d'administration du réseau des organisations et des projets associatifs du Gabon, le ROPAGA. Ah d'accord. Alors juste à côté de vous, Stacy Piti, qui est donc le chargé en communication de cette ONG-là, ou de ce réseau-là, le ROPAGA. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous nous parlerez tout à l'heure un peu du programme du ROPAGA, qui on sait est très chargé pour cette année. Mais d'abord, on parle de cette 104e journée mondiale du migrant
migrants et du réfugié. Le pape Benoît XVI qui a une fois de plus adressé un message. Le thème cette année, accueillir, protéger et promouvoir ainsi qu'intégrer les migrants et les réfugiés. Un message qui est assez parlant et plutôt d'actualité. Vraiment d'actualité parce que on se rend compte que en Europe principalement, il y a de nombreuses difficultés pour pouvoir accueillir les autres et permettre à ces populations de se sentir chez elles. Au Gabon, heureusement, nous sommes une terre internationale d'accueil. Il suffit de lire donc les statistiques du recensement général de la population de 2013 pour se rendre compte que sur les 1 800 000 habitants, il y a 356 000 étrangers venus donc, de différents pays, que ce soit la sous-région, que ce soit sur l'international. Et chez nous, nous avons donc la chance de recevoir ces étrangers qui résident chez nous, qui apportent leur force de travail et qui contribuent au développement du pays. Et même qui font des bébés, parce que chez nous, on peut parler de seconde migration. Voilà. Est-ce qu'on pourrait relier ce dont vous parlez au statut de migrant ou à la situation des migrants et des réfugiés qui, comme on le sait, sont des personnes qui fuient leur pays peut-être pour des raisons de guerre ou de crise? Est-ce que le cas du Gabon rentrerait dans cela? C'est vrai que les pays limitrophes au Gabon ne connaissent pas forcément cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le cas du Gabon, il y a eu beaucoup de migrations, beaucoup de réfugiés à cause des guerres, par exemple au Congo. Dans les années 90, on a accueilli beaucoup de nos frères de la sous-région. Il y a aussi les situations, par exemple au Cameroun, où les gens viennent plus facilement trouver terre d'asile, trouver du travail au Gabon. Donc, c'est les mêmes situations. En Europe, malheureusement, c'est difficile à être intégré. Nous, au Gabon, on a bien intégré les gens de la sous-région. La question qui se pose, c'est de savoir comment ces gens qu'on a accueillis comme réfugiés, comme migrants, comme professionnels qui viennent chez nous travailler, comment ces gens se comportent au quotidien, comment ces gens participent au développement, comment ces gens amènent ce qu'on appelle un choc de culture. Parce que moi, diplômé de mondialisation et d'interculturalité de Lyon 3, lorsque j'analyse un peu la société gabonaise, la société traditionnelle, la société qui s'est modernisée et la société qui a été en contact avec les migrations venues de l'international, venues de la sous-région, il y a par exemple des professeurs qui disent au Gabon, on ne savait pas ce qu'on appelait voler, parce que dès que tu volais, même une boîte de sardines, tu partais en prison. Mais aujourd'hui, c'est le vol à la tire parce qu'on a appris, voilà, on a appris le vol à la tire, on a appris de qui? Est-ce qu'on a développé ça par soi-même? Vous pensez que c'est le résultat ou la conséquence de la mixité? Il y a beaucoup, il n'y a pas que la mixité, il n'y a pas que la migration, mais il y a des choses qui se sont développées parce qu'on a vu faire. C'est comme dans l'éducation des enfants. On voit faire. On voit ce qui se passe à la télé, on voit le voisin faire et puis on s'y met, on s'y adonne. Voilà. D'accord. Le pape a également parlé, et je pense que son message était adressé principalement à ces pays européens. On sait que l'Union européenne actuellement est dans une phase de dilemme, on peut le dire, avec certains pays qui rechignent à recevoir. Et il parle donc d'intégrer ces personnes-là, de ne pas avoir peur de l'inconnu, parce que le migrant est considéré comme l'inconnu. Mais la réponse en face n'est pas forcément celle attendue. Il faut dire que c'est un message qui a suscité beaucoup de controverses en Europe. Oui, et le message du pape est un mot assez fort parce qu'il commence par dire tous nous avons été d'ailleurs, tous nous venons d'Égypte, tous nous avons été accueillis. Donc, il retrace là un peu l'histoire du peuple d'Israël dans le Lévitique 4, en disant tous nous venons d'ailleurs. Nous ne sommes pas forcément là, Européens, Africains, venus de notre propre terre. Le cas du Gabon, on sait que les premières populations au Gabon sont les Pygmées. Et les Bantous sont venus. Et les Bantous remplacent désormais, ils font le gros de la population, alors que les populations autochtones, que sont les Pygmées, sont devenues très minoritaires. Voilà, juste donc, rappeler que j'ai parlé tout à l'heure du pape Benoît XVI. Il faut dire que je suis peut-être assez nostalgique. Il s'agit bien du pape François.
reçoit toutes mes excuses, bien sûr. Veuillez les accepter humblement. Donc, il s'agit du message du pape François. Pour finir sur cette question des migrants, est-ce que vous pensez que finalement, on parle de plusieurs milliers de personnes qui continuent de braver les mers, les océans pour aller de l'autre côté? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une solution d'ici là, et quelle serait-elle selon vous? La solution, moi, je suis l'actualité allemande et je sais que le problème en Allemagne, entre les conservateurs, les écologistes et les chrétiens, le problème a été que la chancelière Angela Merkel a voulu continuer à accueillir et donner de la place à tous ces migrants, à tous ces réfugiés, parce que l'Allemagne, c'est quand même plus de 320 000 personnes accueillies chaque année. C'est énorme. C'est énorme. Seulement parce que l'Allemagne se rend compte que voilà, c'est de la force du travail, c'est des nouvelles compétences, c'est des ingénieurs, c'est des médecins, c'est des docteurs, c'est pas forcément la petite personne qui fuit son pays à cause de la guerre, à cause de la crise, à cause de la famille, à cause même des catastrophes naturelles. C'est pas que des petites personnes, il y a aussi des sommités qui demandent asile. Je crois qu'on doit pouvoir s'inspirer de ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne a réussi donc son dialogue avec beaucoup de difficultés, 4 mois de tourmente. Et là, la chancelière a beaucoup de chances de pouvoir avoir un 4e mandat. On doit pouvoir s'inspirer de ça en disant pourquoi ne pas faire comme les autres qui accueillent, quitte à ce que ce soit des accueils temporaires, des accueils réglementés, mais au moins les intégrer et donner de la valeur humaine, parce que c'est d'abord l'homme. Donner l'homme sa place. Bien On sûr. est tous humains, c'est l'occasion d'être Et solidaires. la terre, surtout, elle nous Voilà. appartient tous. Voilà, c'est l'occasion d'être solidaire, c'est l'occasion d'avoir de la compassion pour ces personnes. Et je pense que le message du pape est assez clair, parce que le message continue à définir ce que c'est que la promotion, l'intégration et l'accueil des autres. Comment on doit pouvoir se sentir frère. Et j'aime bien la culture gabonaise, parce que dans la culture gabonaise, les premières choses qu'on apprend aux enfants, c'est de pouvoir ne pas tout faire par lui-même, seul. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Bien sûr. On apprend à dire à l'enfant, dans ma langue, un seul doigt ne lave pas la face. Bien sûr. Voilà, on a toujours besoin d'un autre, qu'il soit D'où qu'ils viennent, en fait, voilà, quelle qu'il soit que d'une soit autre son nationalité, qu'il soit gabonais comme nous, voilà. Et le président Macron, lui, proposait des centres, carrément, des centres d'immigration aux frontières de ces pays-là. Donc, avant même de sortir de ton pays, il faudrait avoir une autorisation ou savoir si tu es qualifié pour l'immigration. Ça paraît quand même assez irréalisable. Non, tout ça, c'est très complexe, c'est difficile à faire. C'est vrai, ils ont la logistique, mais c'est complexe, parce que là, on catégorise les gens qui demandent à sortir. On ne se rend pas compte que les gens qui veulent sortir sont dans des difficultés, soit par la guerre, soit par des catastrophes naturelles, soit par des crises. Voilà. Quel est le critère qui primera sur l'autre, par exemple? On ne peut pas savoir, est-ce qu'une guerre est à privilégier par rapport à une crise, une catastrophe naturelle, comme vous parliez. Voilà. Voilà, donc les critères sont assez flous. On va vous passer la parole, Monsieur Pitti, pour nous parler donc du programme pour 2018 du réseau l'Europaga. Alors il faut dire que pour cette année 2018, on reste toujours sur notre ligne directrice, offrir aux associations un environnement favorable. Donc pour cette fin de mois déjà de janvier, on organisera justement une journée de formation avec les chargés de communication des différentes associations qui composent... Membres du Europaga. Membres du Europaga, et ce sera aussi ouvert aux autres associations qui voudraient avoir justement cette compétence-là pour pouvoir mettre en avant les activités qu'ils font et se rendre visibles. Parce que la dernière semaine des associations qu'on a organisée portait la thématique monde associatif et médias. Comment faire en sorte pour communiquer, rendre l'information accessible. La relation publique avec la presse également, c'est très important. Donc il y aura ce pan-là qui sera abordé au mois de janvier. Et ensuite, février, mars, avril, on aura 3 mois de formation sur la gestion, la structuration, la coordination des activités des associations avec le cabinet Israël. Ce sera aussi ouvert aux autres associations qui ne sont pas membres du réseau l'Europaga, parce que nous on œuvre pour la dynamisation et la professionnalisation des associations.
Et ensuite, mai-juin, on aura notre activité annuelle, qui est la semaine des associations, afin de favoriser un environnement favorable. Un événement dont je garde un très bon souvenir d'ailleurs. Il faut dire que l'année est assez chargée. Aujourd'hui, c'est combien d'associations au sein du Ropaga? Au sein du Ropaga, on va dire que le Ropaga compte 19 associations. Notamment une en ce moment qui organise, qui célèbre ses 20 ans d'existence, l'association Arc-en-Ciel, que nous allons recevoir sur ce plateau demain pour parler donc de ce travail qu'elle accomplit, cette association, depuis une vingtaine d'années au Gabon, notamment auprès des orphelins, mais surtout des enfants de la rue. C'est un pan qui nous intéresse particulièrement. Les nombres sont de plus en plus grandissants, donc d'enfants en situation de rue ou dans la rue. Donc, voilà. Effectivement, le travail que fait Arc-en-Ciel est assez important. Et pose la problématique de la question de la famille gabonaise et de l'éducation. Parce qu'on remarque de plus en plus que les enfants sont dans la rue, sont délaissés, les violences scolaires en milieu scolaire, ça pose le problème de l'éducation et des valeurs sociales. Quelle société voulons-nous bâtir? Donc je pense que ce sont des questions qui sont assez importantes. Donc les 19 associations du réseau Le Ropaga sont dans plusieurs thématiques, on va dire la culture, les droits de l'homme, l'éducation, et l'insertion sociale. Et donc, jusqu'à présent, en termes de, peut-être pas de bilan de l'année écoulée, mais en termes d'actions posées, quels sont les plaidoyers que vous avez menés et les batailles que vous avez pu gagner justement? Alors, le Ropaga a mené des batailles assez importantes, notamment 2 grands dossiers. Déjà, qui est la révision de la loi 35/62. Il faut dire qu'on a eu l'appui d'un partenaire extérieur, AIDH, Agir Ensemble pour les droits de l'homme, qui finance justement l'action de ce plaidoyer-là pour la révision de la loi 35/62 régissant les associations au Gabon. Donc, il y a eu une enquête de terrain qui a été menée auprès des différents acteurs de la société civile qui se rend compte, qui montre que la loi 35/62 est devenue caduque par rapport à notre réalité actuelle, qu'il faudrait la réviser par rapport justement à la réalité des associations et à leur visée pour qu'ils soient réellement des partenaires d'aide au développement. D'accord. Et la deuxième bataille, vous avez la deuxième bataille, c'est la réouverture de la MAN, l'ex-MAN, la maison des associations, qui avait été fermée. Donc le Ropaga s'est battu avec les armes qui étaient les siennes pour pouvoir, avec l'appui du ministère de l'économie qui gère effectivement cet espace, réouvrir cet espace et la mettre à disposition des différentes associations. Donc cet espace est devenu la maison des associations gabonaises qui est ouverte et on se bat de plus en plus à rendre l'espace de plus en plus fonctionnel. Donc vous avez forcément une page Facebook, si on tape alors le Ropaga a une page Facebook et aussi un compte Twitter, un site internet à travers lequel pouvoir avoir accès à nos différentes activités, nos différents rapports. Et pourquoi pas adhérer pour certaines associations qui vont dans le même sens de votre combat? Notre combat, c'est faire en sorte que les associations soient de plus en plus dynamiques, de plus en plus professionnelles et soient réellement des partenaires d'aide au développement. Et de plus en plus unis, parce qu'en fait, une association est une force de proposition. Voilà pourquoi on organise la semaine des associations, pour mettre en valeur justement les actions qui sont menées sur le terrain et favoriser justement le travail en commun. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau de l'Entre-deux. On espère vous recevoir. Les portes de la maison vous sont ouvertes. Juste rappeler que nous sommes le mardi 16 janvier 2018. Cela fait exactement 17 ans que Laurent Désiré Kabila, alias Mzé, donc l'ancien président de la République démocratique du Congo, a été assassiné. Hier, 15 janvier, c'était donc l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Donc des événements à ne pas manquer, forcément des événements qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, du monde et de la communauté noire en général. On va passer à la rubrique suivante, toujours sur Gabon Première. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est votre nouvelle émission, l'Entre-deux, entre 13h45 et 15h sur la chaîne mère gabonaise. Comme à l'école, c'est tout de suite. On va accueillir Irène Dembe de l'autre côté.
Bonjour Irène, bienvenue. C'est le côté, hein, comment dire, on va sur le côté. Donc là, nous sommes sur le côté. C'est la rubrique Comme à l'école. Donc tous les jours, dans votre émission L'Entre-deux, Irène nous fera le plaisir d'un petit cours, une petite leçon. Aujourd'hui, on parle de la culture générale et bien sûr de quelles sont les connaissances essentielles à avoir. Dites-nous en plus. Absolument. On parle de culture générale, c'est un élément fondamental s'agissant de la société actuelle. Cela est très utile d'avoir un maximum de connaissances dans différents domaines. On va parler de vie professionnelle. Vous pouvez avoir à passer un entretien d'embauche et là, ce sera véritablement utile. Il peut s'agir de concours professionnels et même dans la vie de tous les jours. Vous êtes invité à une réception. C'est toujours important d'être cultivé ou du moins de savoir un peu de tout, quoi, dans tous les domaines, d'avoir quelques petites connaissances. Justement, au cours d'une conversation, pour ne pas paraître désemparé ou cruche, comme on dit. Ne rien avoir à dire, il convient absolument d'avoir ces connaissances qui sont essentielles et vous gagnez également le respect des autres lorsque vous en savez davantage sur un domaine. Maintenant, la question fondamentale, c'est sur quoi dois-je être suffisamment outillé? Quels sont les éléments essentiels en termes de connaissances? Eh bien, il y a quelques domaines dans lesquels il vaut mieux avoir un maximum d'éléments et puis on aura en visuel quelques images. Et puis, premier domaine, il faut le dire, c'est l'histoire. Il faut avoir des éléments en histoire. Alors, que doit-on savoir en histoire? D'abord, l'histoire de son pays tout de même. Nous sommes gabonais. En savoir davantage sur l'histoire du Gabon, la période coloniale, l'indépendance, histoire de notre continent, l'Afrique, et puis aussi histoire du reste du monde. Savoir par exemple que la Première Guerre mondiale a débuté en 1914, qu'elle s'est achevée en 1918. Après l'histoire, il y a la géographie. Être en mesure de connaître les capitales africaines. Savoir par exemple que la capitale de la Zambie, c'est Lusaka. Être en mesure de dire dans quel pays se trouve une ville. Par exemple, si on dit Dar es Salaam, où se trouve donc Dar es Salaam? Dar es Salaam se trouve en Tanzanie. Avoir également des informations sur le reste du monde en géographie, les monuments, par exemple. Et puis, il y a les sciences. On va prendre, par exemple, les grandes découvertes, en savoir davantage sur l'automobile, par exemple. Et puis, les arts, sculpture, peinture, littérature, musique. Est-ce que vous avez un minimum d'éléments s'agissant des mouvements artistiques, culturels? L'humanisme, par exemple, il y a aussi l'économie, capitalisme, philosophie également. On en savoir davantage en philosophie, qui était Jean-Paul Sartre, par exemple. Élément, on va dire, capital, c'est l'actualité. Il faut s'informer à travers les chaînes de télévision, bien entendu, savoir, justement, les journaux, savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est cela la première étape, savoir dans quel domaine on doit avoir un maximum, un maximum de connaissances. Et puis, alors, je veux bien avoir un maximum de connaissances en histoire, en géographie, en philosophie, en économie, mais comment dois-je procéder? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ces connaissances? Eh bien, vous avez le premier élément en visuel, c'est la lecture. Il y a un maximum de connaissances dans les livres. Une grande partie de la culture se trouve dans les livres. Donc, c'est un impératif. Il y a des livres, mais aussi des journaux, des magazines, des revues spécialisées. Et puis, élément indispensable à la maison lorsqu'on veut se cultiver, l'encyclopédie. Alors, vous pouvez faire le choix d'en acheter, d'en avoir dans votre bibliothèque. Il y a également le dictionnaire, qui est un élément qui compte parce que lorsqu'on est cultivé, on doit savoir également s'exprimer, on doit connaître la définition des mots. Un lexique assez important, ça fait partie également de la culture générale. Donc, on se cultive à travers la télévision. Il y a des chaînes, vous avez reçu, il y a un moment, Valdi. Alors, en suivant cette génie, vous allez vous cultiver. Donc, la télévision est également un élément important. Il faut suivre les journaux télévisés, les émissions culturelles. Il faut aussi être en quête de découverte à travers l'apprentissage d'une langue nouvelle. Alors, vous parlez français, Blanche, certainement, et peut-être anglais. Espagnol. Vous pouvez décider d'apprendre l'italien, par exemple. D'accord. C'est un élément intéressant. Il y a Internet. Il faut faire attention avec Internet parce qu'il y a des sites qu'il vaut mieux ne pas consulter. Il y a des sites
qu'on peut consulter, des sites en rapport avec des encyclopédies, par exemple. Il faut être prudent, on peut s'informer via le net. Mais prudence, prudence lorsqu'il s'agit d'Internet. Alors, le dernier élément, c'est à la fois plaisant et c'est enrichissant. Ah, c'est la partie que je préfère. Voilà, ce sont les voyages. Regardez, vous pouvez découvrir un autre pays. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour prendre l'avion, mais vous pouvez prendre le train, vous pouvez prendre le bus également. Il n'est pas forcément question que d'aller à l'extérieur du pays. Vous pouvez décider de visiter le Gabon, par exemple, qui est un pays intéressant. Donc, il y a le dépaysement, il y a également la découverte de l'autre. Lorsqu'il est question de rapport à l'autre, il y a parfois des préjugés. Je suis d'un coin de mon pays, j'ai des préjugés concernant d'autres personnes qui habitent peut-être au sud du pays, mais allez à la rencontre des autres pour savoir qui ils sont et vous saurez que véritablement ce n'était pas cela le point de vue que vous aviez. Alors donc découvrir également qui est l'autre à travers les voyages, c'est enrichissant. Il y a également des monuments historiques. Nous sommes au Gabon, vous avez à Lambaréné le musée Schweitzer que vous pouvez visiter. Au Gabon, vous pouvez aller visiter la mission Sainte-Anne, par exemple. Donc voilà, en gros, comment on peut se cultiver pour devenir quelqu'un qui compte véritablement, parce que c'est un signe également de respect, d'être quelqu'un de cultivé, vous impressionner les autres au cours de débats. Et cela, ça compte véritablement. Et c'est très important parce que généralement, dans nos débats, on a des personnes qui parlent, excusez-moi, pour ne rien dire. Donc, c'est pour éviter tout cela, en fait. C'est pour avoir sa place dans un débat. À chaque fois qu'on aura à faire intervenir un sujet, que vous ayez ne serait-ce que le minimum, comme je le disais, que vous sachiez plus ou moins. En tout cas, moi, j'ai retenu quelque chose de très important, la télévision. Je sais qu'il y a quelqu'un qui disait que lui, il a beaucoup voyagé, mais sans bouger de son salon. Et c'est très important de regarder les films, parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'informations, même qui sont données, bien sûr, des films de bonne qualité, ou bien des films de bonne qualité, pas technique, mais du moins parlant du fond des films, mais également on peut se cultiver par là. Justement par la télé, hein, vous n'avez donc pas besoin de prendre le bus forcément pour voyager. Hein. Il y a, comme je le disais précédemment, des chaînes thématiques à travers lesquelles vous pouvez visiter d'autres continents, d'autres pays, aller à la rencontre de peuples et savoir qu'il y a des cultures dans lesquelles les choses se conçoivent différemment de notre culture. C'est véritablement important. Hein. Cela apporte une ouverture d'esprit, c'est cela la culture générale, pour voir élargir ses horizons. Vous avez parlé également de s'ouvrir aux autres. S'ouvrir à l'autre, c'est pas forcément voyager pour aller vers sa culture, vers sa région. Ça peut être discuter avec les autres, demander qu'ils vous parlent de sa culture. Échanger et découvrir quels sont les principes auxquels les autres sont attachés. Ne pas forcément être celui qui juge, parce qu'on a parfois... lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, un regard biaisé. S'agissant de comment on appréhende les choses, vous pouvez vous rendre compte que le mode de vie de l'autre est tout à fait intéressant et bien loin de ce que vous imaginiez au départ. Et vous apprenez aussi de sa culture. Voilà, c'est pas mauvais d'apprendre de la culture. Il ne faut pas cesser d'apprendre. Il faut constamment être au contact de l'information pour s'enrichir, parce que, comme à l'école, c'est le titre de la rubrique, en fait, tout le monde devrait être comme à l'école. Il ne faut jamais cesser d'apprendre. Être à l'école de la vie au quotidien. Absolument. Cela. Merci beaucoup, Irène, pour ces informations, ces enseignements, je me permets de le dire ainsi, qui ont été très enrichissants pour nous. On vous garde pour la rubrique suivante et c'est là où vous intervenez, mesdames et messieurs qui nous regardez. C'est le thème du débat ou le débat du jour. Voilà, j'y arrive. Aujourd'hui, on parlera donc de la violence à l'école. C'est tout de suite après cette transition. Voilà, donc c'est le débat du jour. On parle de violence dans le milieu scolaire au Gabon. C'est donc une actualité qui ne cesse de défrayer la chronique. Une bagarre avec des armes blanches d'ailleurs et des morts. On a ce jeune garçon d'à peu près 12 ans qui est décédé récemment du côté de Yem pour 50 francs. J'aimerais avoir votre avis, bien sûr, Irène, avant d'aller du côté de l'autre côté du plateau pour recevoir notre invité. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ?
situation. Et vous également, vous pouvez réagir à travers nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez intervenir et donner votre point de vue. Mais en attendant, Irène. Alors, il faut essayer de comprendre l'origine du phénomène. Il y a d'abord des enfants qui sont facilement influençables, qui décident ou qui désirent forcément se faire une place au sein d'un groupe et qui adoptent des attitudes nouvelles. Il y a des enfants qui évoluent dans un environnement, on va dire, serein. Je parle d'environnement familial, mais c'est un autre monde. Partir de la maison pour arriver à l'école, être en contact avec des enfants qui ont des attitudes différentes. Et cet enfant qui veut absolument se faire une place dans un groupe va adopter des comportements différents au contact de ces jeunes garçons. Il y a des bandes parfois dans les établissements, on va dire, ce n'est pas exagéré, comme des petits gangs avec un chef de groupe et pour paraître bien aux yeux des autres, pour se faire accepter, on adopte des attitudes qui sont des attitudes voilà, oui, mais le plus, je vais dire, le plus choquant, c'est que les enseignants, les parents, tout le monde semble avoir démissionné et ça se fait aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Ils filment aujourd'hui avec les smartphones et les réseaux sociaux. C'est publié comme ça, sans aucune crainte. Comment, selon vous, on peut contenir cette situation? Alors, il faut renforcer la sécurité au niveau des établissements. Il faut renforcer les effectifs s'agissant des surveillants. Il n'y a parfois pas assez de surveillants. Ces enfants ont besoin d'être canalisés, ils ont besoin de discipline. Donc, voilà, renforcer ces effectifs-là au niveau des établissements, fouiller systématiquement les sacs des élèves à l'entrée. Et puis, il y a des établissements dans lesquels on a l'impression, je ne généralise pas, certains, que c'est la récréation perpétuelle. Alors, les enfants ne devraient pas traîner dans la cour ou devant l'établissement. Vous passez devant l'établissement, il y a en permanence des élèves devant l'établissement. Mais que font ces enfants à ces heures-là? Alors, si vous n'êtes pas en permanence, vous ne pouvez pas être dans la cour du lycée, vous ne devez pas flâner, il faut vous canaliser. Il faut bien que vous soyez quelque part. Donc, il faut renforcer la discipline au sein des établissements, dans les salles de classe, que les enseignants fassent l'appel pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Parce que l'absentéisme également est un élément à prendre en compte. Lorsqu'un enfant n'est pas en salle de classe, alors qu'il est sorti de sa maison et qu'il prétend être à l'établissement, c'est qu'il est forcément en train de flâner et qu'il fait des choses peut-être pas très recommandables. Il y a également la question des débits de boissons à proximité des établissements. Vous avez beaucoup de ces réactions qui interviennent à la suite de consommation d'alcool. Pour ne pas parler de drogue, ce sera peut-être un prochain sujet dans cette émission. Finalement, on en appelle toujours aux autorités. Et on va dire aussi au bon sens des tenanciers de ces établissements qui se trouvent parfois à proximité des établissements scolaires. Quand il y a des débits de boissons à proximité d'un établissement scolaire, c'est véritablement la catastrophe. Vous avez ce spectacle qui est lamentable, des élèves en uniforme dans un débit de boisson. Il y a un tenancier qui est un adulte et qui malheureusement sert de l'alcool à des enfants qui sont en uniforme. Donc, il y a aussi un problème, on va dire, de sensibilisation. En même temps, on a eu un témoignage, permettez que je vous coupe la parole, on a eu un témoignage d'un tenancier d'un bar qui a dit « Quand ils viennent en uniforme, je leur demande d'aller enlever et ensuite ils reviennent, je sais. » Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu, entre guillemets, du foutage de gueule, puisque absolument, vous savez que c'est un élève, il suffit qu'il enlève la tenue pour que vous lui donnez. Ce n'est pas du tout correct. Pour servir de l'alcool à un jeune... on va dire, il faut demander sa carte d'identité pour savoir s'il est véritablement quelqu'un de beaucoup plus âgé à qui on pourrait servir de l'alcool. Donc, c'est une fuite en avant et il faut véritablement que l'on se penche sur la question pour éviter que cette jeunesse qui est déjà en proie à divers problèmes, parce que ce sont des adolescents. L'adolescence est une période délicate. Le jeune est en quête d'identité. Il forge son identité et il est parfois sujet à des dérapages. Donc, cette jeunesse qui est déjà en proie à tous ces tourments du fait de la construction de sa personnalité, s'il faut encore y ajouter ce type de problème, c'est véritablement courir à la catastrophe. Bien sûr, nous ne sommes pas alarmistes, c'est pour cette raison que nous nous penchons sur la question. Il est temps de se réveiller assez tôt quand même, avant que ça ne vire à la catastrophe, comme vous le dites. On a les réactions de quelques téléspectateurs qui nous écrivent donc via notre page Facebook. Noëlla qui nous dit « Je suis sans voix face au mutisme des enseignants. Plutôt que se revendiquer leur dû, ils ne devraient pas lâcher, voilà, ne devrait-il pas se pencher sur ces violences en milieu scolaire? » Donc on reparle de la responsabilité même des enseignants qui devraient faire le relais des parents une fois sortis de la maison. Il faut dire que c'est une véritable chaîne.
il y a chacun qui doit faire sa part du travail. Le parent à la maison fait sa part de travail. Il est également en contact avec l'enseignant parce qu'un parent ne peut pas s'asseoir tout un trimestre, ne pas savoir ce qui se passe à l'école. L'enseignant également a sa part. Il y a également l'administration de l'établissement. C'est un ensemble. Il y a dans des établissements des assistantes sociales, il y a des psychologues, il y a des censeurs vie scolaire, il y a toute une organisation. Donc c'est un travail à la chaîne et chacun, en effet, devrait assumer sa part de responsabilité. Merci beaucoup Irène. On espère vous retrouver demain pour Comme à l'école. On peut avoir déjà un avant-goût de ce dont on va parler demain. Alors demain, comment conduire une réunion? Comment conduire une réunion, c'est très important. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes qui nous suivent. On reste avec vous, chers téléspectateurs. Je vais juste rejoindre l'invité de l'autre côté du plateau. Mais on est toujours, bien sûr, dans la rubrique Le débat du jour. Et je vous rappelle le thème ce mardi 16 janvier. Nous parlons de la violence en milieu scolaire au Gabon. Une situation qui se veut de plus en plus alarmante. Vous restez avec nous juste le temps pour moi de retrouver notre invité. Bonjour. Bonjour. Monsieur Koumba Yves, vous êtes psychologue. On est avec vous donc aujourd'hui pour parler de cette question des violences en milieu scolaire. C'est vrai qu'on essaye de trouver des solutions à ce problème, mais on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe au départ, comment on en arrive là. Ok, merci d'abord de m'avoir invité. Je voudrais d'abord, avant de commencer, définir ce que c'est la violence. La violence est une action par laquelle quelqu'un agit sur un autre, ou la force agit contre sa volonté. Sur le plan psychologique, la violence est une force déréglée. Psychologique d'un être humain, dans le but de l'offenser ou de le faire du mal. Mais la violence dont on parle, il faut aller en amont. En aval, c'est en milieu scolaire. Mais ça se passe où? En amont, c'est dans nos familles. Nous disons que l'enfant, lorsque nous venons au monde, nous naissons violents. Alors, c'est la famille, le milieu, la niche développementale dans laquelle nous évoluons, qui va canaliser cette violence. Qui canalise cette violence pour que soit cette violence ça va devenir de façon atténuante, ou bien encore on va passer à l'acte. Alors, en milieu scolaire, la violence, elle est partout. Si je vais dans les salles de classe, entre enseignants et enseignés, donc au niveau déjà des enseignants, chez les enseignants, il y a la violence. On retrouve une violence masquée, psychologique, notamment lorsque un enseignant de français ou bien de mathématiques remet les copies, ou même bien avant de remettre les copies, lorsqu'il pose son stylo rouge, il y a de la violence. Parce qu'il peut écrire n'importe quoi, il peut dire nul, zéro. C'est une violence chez l'élève. Alors, lorsque l'enseignant remet les copies, l'enseignant de philosophie, que j'aime tant citer dans ces exemples, ou bien l'enseignant de mathématiques, qui dit vous ne maîtrisez rien, vous ne comprenez rien, il s'agit d'une forme de violence. Ça, c'est une violence et dont les gens ne parlent pas. Ça, c'est une première violence, ça, c'est le type de violence qu'on voit dans les salles de classe. Mais la violence, la violence, elle est partagée. Il y a la violence aussi chez nos gouvernants, l'État. Je prends l'exemple du lycée de Lomé. Il n'y a pas d'espace. L'enseignant ne peut pas circuler dans les salles de classe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de table banc. Les classes sont restreintes. Donc, c'est une forme de violence. Et l'élève qui arrive le matin, puisque dans une salle de classe, ils sont à 200. Mais quand il vient le matin, il n'a pas d'endroit pour s'asseoir. Et c'est une forme de violence. C'est ce qui le pousserait à poignarder son camarade de classe? Non, je donne d'abord les formes de violence. Là, c'est une forme de violence psychologique. Mais la violence, déjà, quand on parle de violence, c'est lorsqu'il y a passage à l'acte. Alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette violence? Nous avons plusieurs causes, notamment la consommation de psychodropes, que l'on appelle communément l'alcool, la drogue, et j'en passe. Voilà, ce sont ces causes-là, ou bien encore, ce sont ces causes-là qui font en sorte que l'enfant passe à l'acte. Juste quand il y a un passage à l'acte, ça passe pas qu'on parle de la violence, mais la violence, on est dans un milieu scolaire, il y a la violence partout. D'accord, mais pour parler de ce cas de violence particulièrement entre élèves, ou alors des élèves vers des enseignants, mais on parle quand même de l'élève du secondaire, donc la moyenne d'âge se situe entre 10 et 15, 16 ans, maxi 18 ans. C'est quand même assez tôt pour avoir envie de donner la mort à son camarade de classe. Qu'est-ce qui, selon vous, a cassé la barrière entre l'interdit et ce qui se passe aujourd'hui? Merci. L'éducation joue un grand rôle. Le milieu dans lequel l'enfant évolue a un grand rôle. Les parents doivent inculquer des valeurs aux enfants. Parce que lorsqu'un enfant sort le matin avec un sac à dos, mais dans son sac à dos, il y a certainement, par exemple, un couteau,
il y a des objets pointus que la maman qui est là est censée regarder le sac de son fils, de cet ado, ou bien le père. Donc, il faut impérativement revenir sur les valeurs. Il faut éduquer nos enfants pour que nous passions à l'acceptation de l'autre. Parce que c'est ça le véritable problème. Il n'y a pas de valeur. Les gens se lèvent le matin d'abord. Cette violence. On a la violence médiatique à la maison, parce que c'est en amont. Médiatique, les enfants toute la journée à regarder les films de braquage, où les enfants utilisent les armes, ou dans certaines chansons, on braque les autres. Voilà. Et l'enfant transpose cette violence en milieu scolaire pour vouloir faire du mal aux autres. Donc voilà, et à cela, il y a les jeux de cartes qui sont à l'origine. C'est notamment le cas qui s'est passé, je crois bien, à Ouiam. Vous voyez, à l'issue d'un jeu de cartes, voilà, il va passer à l'acte. Mais qu'est-ce qui le pousse à passer à l'acte? C'est la consommation des psychotropes, que l'on appelle complètement, le colobo, oui, voilà, et voilà, etc. Alors, on a un téléspectateur qui donne son avis toujours sur notre page Facebook. À mon humble avis, la responsabilité revient à 70% aux parents, comme vous le disiez, qui ont pour obligation d'éduquer leurs enfants d'abord. Ensuite, nous devons également instaurer un système de fouille intégrale à l'entrée de chaque établissement vu l'ampleur du phénomène. Les parents sont généralement démissionnaires et les enfants sont livrés à eux-mêmes, vu que les enfants passent aussi la plus grande partie de la semaine à l'école. Les enseignants ont donc leur part de responsabilité. Ils doivent entièrement jouer leur rôle d'éducateur, à savoir apprendre les valeurs humaines de vie en société. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir réagi. Mais vous parlez de cette fouille. D'ailleurs, le téléspectateur qui a réagi en parle également. Mais on parle là de l'arme, on ne parle pas de la violence. C'est-à-dire qu'au-delà de cette arme, il peut se servir très bien d'un caillou, il peut donner un coup de poing, il peut donner un coup de tête. Le mal reste. Comment, selon vous, on peut contenir cela? Lorsque l'enfant part de la maison, il a des objets ou bien il n'a pas des objets, mais c'est la suite d'une frustration. Est-ce que cet enfant qui emploie la violence, qui passe à l'acte, d'abord, il y a la puberté qui est là. Alors, l'enfant qui passe à l'acte, est-ce qu'il y a frustration? Est-ce que cet enfant a subi une moquerie de la part des autres pour qu'il passe à l'acte, pour qu'il passe faire du mal, jusqu'à faire du mal à l'autre? Et l'environnement scolaire, donc l'environnement immédiat dans lequel l'enfant apprend, doit jouer également son rôle. Doit jouer son rôle en fouillant les sacs des enfants, les enseignants éduquer, parce qu'ils ont d'abord ce rôle de pédagogue, le rôle de pédagogue, d'échanger, d'instruire les enfants sur le comportement des élèves, jusqu'à amener les enfants à s'accepter les uns et les autres. Voilà ce que je peux dire sur cette question pour... D'accord. David Missou, lui, dit triste situation dans ce milieu du savoir. Les pouvoirs publics doivent à tout prix garantir la sécurité dans les établissements, renforcer la surveillance à l'entrée des établissements, mais aussi à l'intérieur, signaler et punir tout comportement agressif venant d'un apprenant. Puis l'on doit sensibiliser les jeunes sur les conséquences des violences et organiser des séminaires. Ça revient un peu à ce que vous disiez. La réaction est très longue. On a également une autre réaction, il faut que la cellule familiale soit reconstruite dans notre pays et dont les torts sont partagés à partir de ce moment. Voilà. Effectivement, les torts sont partagés. D'abord, la cellule familiale de qui un enfant est l'ambassadeur. Nous, parents, devons être insistants sur l'éducation des enfants. Les réactions pleuvent sur la page Facebook. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de toutes les lire ici sur le plateau, mais les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux. Nous échangerons tous ensemble et bien sûr vos réactions seront relayées dans les prochaines émissions. On vous remercie d'être venus. On va bien sûr passer à la rubrique suivante. Il s'agit du geste au quotidien. Que faut-il faire? C'est cette capsule qui vous est proposée. Quels sont les petits gestes à faire ou à ne pas faire au quotidien concernant notre santé ou notre hygiène? C'est tout de suite dans le geste quotidien. Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire est important, mais cela nécessite des efforts afin de pouvoir éliminer correctement la nourriture coincée entre les dents et avoir une haleine fraîche. Faut-il se brosser les dents après un repas ou avant?
Sachez qu'un nettoyage des dents après le petit déjeuner est recommandé car cela procure non seulement une sensation de fraîcheur dans la bouche, mais permet aussi de supprimer les bactéries sur les surfaces masticatoires et dans les espaces interdentaires. Mais attention, se brosser les dents juste après avoir consommé des aliments ayant un degré d'acidité qui fragilise l'émail, tels que les jus de fruits ou boissons gazeuses par exemple, en poussant l'acide plus profondément dans l'émail, causant ainsi l'érosion dentaire qui peut entraîner des douleurs et une extrême sensibilité dans les dents et aussi conduire à des problèmes esthétiques. Il serait donc préférable de ne pas effectuer le brossage des dents dans les 30 minutes après la consommation de ces aliments. Se brosser les dents avant le repas du matin aurait également un effet protecteur, et ce grâce à la teneur en fluor naturellement présente dans la salive. En effet, le fluor évite la décalcification des dents. Prenez soin de chaque recoin de votre bouche et n'oubliez pas votre langue. Faites un brossage de la langue pour retirer certains dépôts à l'origine de la mauvaise haleine. Recrachez ensuite le dentifrice et rincez-vous la bouche. Rappelons que se brosser les dents est le seul moyen efficace de lutter contre les caries, car le brossage permet de supprimer les débris alimentaires et de limiter la plaque dentaire responsable des bactéries des caries. Vous savez désormais comment vous lavez les dents, comment et surtout quand se laver les dents. C'est très important, l'hygiène bucco-dentaire. Demain, nous reparlerons d'autres choses, toujours dans la rubrique Gestes quotidiens. Et c'est le moment pour nous d'accueillir Rona Charline Menkwande. Voilà, c'est dans cet ordre. Sinon, ce n'est plus vous. Oui, exact. Égyptien en plus. Donc, c'est voilà. Rona Charline Menkwande. Bienvenue. Merci. Vous êtes notre Miss Exploratrice. Exact. Donc, aujourd'hui, vous nous amenez à la découverte d'un village qui est situé dans Libreville, n'est-ce pas? Un oasis comme ça de l'artisanat gabonais. Voilà, c'est donc découverte. Découverte. Des cases en bois, sur un terrain viabilisé en plein centre de Libreville, vous êtes au village artisanal Olamba. Le village artisanal Olamba, c'est une idée qui date depuis un moment. Bon, il a d'abord fallu trouver le lieu, il a fallu d'abord rassembler les différents artistes parce que il fallait quand même des artistes chacun dans sa spécialité parce qu'il n'y a pas que le travail de bureau, on a la possibilité aussi avec le travail fait à la main de pouvoir faire connaître le savoir des uns et des autres. Donc pour nous c'était très important. Et puis bon, comme on est une majorité de femmes, c'est toujours le côté de la femme qui tend la main pour toujours ramener les autres et former une grande famille. Mais le but, c'est de pouvoir s'agrandir, pouvoir ouvrir la porte à d'autres personnes et que beaucoup de personnes puissent vivre justement du don qu'ils ont reçu de cet artisanat-là. Aux allures de carte postale, cet espace dédié à la diversité culturelle et artisanale invite à la décontraction et surtout à la découverte de pièces uniques. Quand je suis arrivé, j'étais ébahi de voir des choses typiquement africaines, quoi. Parce que dans d'autres villages, on va voir un peu... C'est africain, mais ça tend vers artificiel. Par exemple, on vous présenter une pièce de Bigou qui est sur un cadre qui vient de Chine. Mais ici, tout est naturel. Et puis c'est un cadre sympa, c'est pas grand, c'est quand même assez... Enfin, je peux dire que c'est pas mais c'est comme au village. Vous savez, à la forme des cases, et ça nous rappelle notre village. Et quand vous rentrez dedans, vous trouvez des choses que vous connaissez, comme les confitures avec de noix de coco, de gingembre, les paniers de raffia, le pain africain. Ça vous met vraiment à l'aise, vous vous sentez en Afrique.
Olamba, un village de femmes. La majorité justement des personnes de nulle part ailleurs, ce sont des femmes. On n'a qu'un seul homme pour l'instant. Bon, c'est vrai que c'est un début, mais on voulait montrer ce dont on était capable du point de vue artisanat, parce que nous avons des artisans gabonais, pourquoi ne pas revaloriser? Et c'est pour ça donc qu'on a eu l'idée de monter ce village artisanal-là, qui est un village artisanal, le premier village artisanal gabonais en fait. Une vingtaine d'entreprises s'y développent dans des secteurs aussi variés que le textile et accessoires, la peinture, la restauration ou encore l'agroalimentaire. Alors, ma start-up à moi s'appelle Eloc. Nous produisons des produits, donc Eloc veut dire feuille en langue fan. Donc nous faisons de la confiture, des fruits secs et des infusions. Et nous sommes donc, il y a un espace ici réservé aux start-up. Nous sommes 6 dans cet espace. Il y a 3 start-up qui produisent dans l'agroalimentaire et les autres start-up, les 3 autres dans le textile. Nous sommes les aînés et il faut qu'on puisse donner la main aussi aux plus jeunes, tendre la main aux plus jeunes. Nous avons connu beaucoup de difficultés. Nous sommes des artisans, mais pour trouver une boutique à Libreville, c'est difficile. Donc avoir des start-up avec nous, ça va leur permettre de profiter d'un espace agréable, de pouvoir bénéficier aussi de l'expérience des anciennes et puis d'avoir aussi pignon sur rue. En attendant la pièce maîtresse du village, la case Samba, un bâtiment multifonction qui abritera un hall d'exposition, une salle polyvalente, une salle de formation et même un endroit pour accueillir des enfants. Le village Olamba est depuis le 17 novembre dernier ouvert au public et l'accueil y est chaleureux. Merci beaucoup Rona, c'est donc une innovation, c'est le tout premier village artisanal 100% Gabon. 100% gabonais et 100% avec des produits made in Gabon. Voilà. On a vu la dame qui faisait des tissages, on a vu, donc c'est vraiment des produits que du Gabon. Et il faut dire que ce sont des femmes qui se sont réunies en association autour de ce projet-là pour le mettre en avant, pour le plaisir des Gabonais, même des éventuels visiteurs, parce que c'est au centre de la ville et vraiment l'espace y est assez large, assez chaleureux. Vraiment, c'est intéressant d'y aller. Voilà, il était temps à côté du village artisanal qui, c'est pas pour jouer les xénophobes, mais qui n'était pas vraiment une représentation de ce que le Gabon. Exact. Voilà. Beaucoup ne se retrouvaient vraiment plus dans ce milieu-là et aujourd'hui, ils ont, grâce à l'association Olamba, le village artisanal 100% Made in Gabon, le village Olamba. Merci beaucoup Rona Charline, on vous retrouve demain avec plaisir pour une autre découverte. Peut-être vous serez directement de l'autre côté. Exact. Vous nous faites la surprise. Oui, je préfère les surprises. Voilà, ne nous dites rien, merci. Et à demain pour une nouvelle découverte. Ce sera ainsi donc à chaque émission, on découvrira un lieu, une personne ou alors une initiative. Si vous pensez que votre projet ou votre idée ou alors pourquoi pas votre activité mérite d'être découverte, vous nous écrivez bien sûr sur notre page Facebook. Les contacts s'affichent juste au bas de l'écran. Ils arrivent. Pour le moment, c'est à l'instant LOL, la dernière rubrique de ce jour. D'abord, en comprenant le diable par la queue, parce que le diable, il a plusieurs noms. Il a Lucifer, il a Satan, en tout cas, en général, il a plusieurs noms. Donc, tirer le diable par la queue, c'est d'abord tirer un mauvais esprit dans le monde spirituel par la queue. Les expressions me manquent. On ne peut rien, on est obligé de vivre, c'est ce que nous vivons. Donc, le Gabon n'a pas de choix. On est obligé de faire avec. Pour moi, c'est ça, tirer le diable par la queue. Les temps sont durs. Moi, ça m'inspire que rien du tout en fait.
C'est juste un truc, moi je trouve qu'on dit ça comme ça, tirer le diable par la queue, mais nous-mêmes on ne connaissons pas la signification en fait. Tirer le diable par la queue, nous pouvons dire que cela inspire la difficulté de la vie. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, d'accord, l'on peut enfin utiliser ce terme-là, ce mot. C'est un peu dans ce sens-là. Bon, tirer le diable par la queue, déjà c'est une expression, bon c'est vrai que c'est une expression qui est beaucoup employée, mais c'est d'après moi, hein, c'est pas, je ne connais pas l'étymologie, mais d'après moi le sens dans lequel on l'utilise, c'est dire, c'est d'après une analyse personnelle, c'est dire tout simplement que prendre le diable par les cornes, on peut aussi le dire, attraper le diable par les cornes, c'est-à-dire par ses propres défenses, ses propres défenses. On peut l'attraper par là et puis essayer de l'avoir en fait. C'est une analyse personnelle. Je ne connais pas l'étymologie, je ne connais même pas celui qui a créé cette expression-là, c'est d'après une analyse personnelle. Quand on dit pas par exemple attaquer quelqu'un, que tu sais que la personne est mauvaise. En fait c'est ça, donc tu dois attendre au retour. Donc, pour moi c'est ce que ça signifie. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, non, je n'ai pas encore entendu parler de ça. C'est seulement, bon, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Je ne sais pas ce que c'est. Sinon, ce n'est pas une expression dite littéralement parlant, mais c'est une expression, c'est un adage de langage commun, familier. Et puis, en général, cela renvoie à la misère, à la difficulté que tous et chacun peut avoir au cours de la vie, au cours des moments compliqués. On n'arrive pas à joindre les bouts, on est désuet, on n'a pas de moyens. Par conséquent, on tire le diable par la queue. C'est une situation très compliquée. Voilà. Donc, par exemple, en ce moment-là, c'est dur pour tout le monde. On n'arrive pas à s'en sortir, donc voilà. D'aucuns disent que je tire le diable par la queue parce que voilà, la situation, c'est vraiment pas ça. Bon, tirer le diable par la queue, c'est d'abord une mauvaise expression, c'est-à-dire que quelqu'un est dans la souffrance, il est dans la galère, il n'arrive pas à pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes de sa vie. Il a des problèmes en général, donc il arrive à tirer le diable par la queue. Là, on a envie de dire, et c'est avec ce petit sourire que nous mettons un point final à cette émission, ce premier numéro de votre nouvelle émission d'information et de divertissement sur Gabon Première. L'entre-deux, rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45 sur la première des chaînes. Mais ne partez pas, j'allais dire plutôt, restez en compagnie du service sport de Gabon Première qui vous propose le jour de course. N'oubliez pas la Tropicale à Missa Bongo qui a donc connu son premier coup de pédale hier. Portez-vous bien d'ici à demain. Au revoir.